Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 7 de Daredevil Born Again, qui est donc sorti, et on va faire comme d'habitude. D'abord donner mon avis sur l'épisode en général, puis passer en analyse personnage par personnage, et enfin garder les théories pour la suite. Évidemment il y a du spoil, et vous avez le timecode comme d'habitude. Et donc qu'ai-je pensé de cet épisode 7 ? Eh bien j'allais dire sans grande surprise, et pour certains qui ont vu ma dernière vidéo vous le saviez, je l'avais prédit. Eh bien un épisode assez bâclé et rushé sur Muse. Le seul presque, j'allais dire, épisode consacré à lui, mais qui se termine aussi rapidement qu'il est arrivé, avec aucun développement. Alors on va en reparler plus précisément de Muse après, de qu'est-ce que j'ai eu comme problème avec lui, mais c'est un épisode du coup qui est très rapide je trouve, très rushé. J'ai vu que c'est même les gens qui adorent la série évidemment, surtout sur Twitter en ce moment vu qu'il y a l'hype, on ne peut pas critiquer la série et la série est un chef-d'œuvre, mais même eux commencent à dire qu'en effet il y a des problèmes de rythme, que Muse a été gâché ou en tout cas pas assez développé. Donc bon, les gens, j'allais dire, commencent un petit peu à accepter les faits aussi, ça fait plaisir. Comme j'ai dit, de toute façon, alors je vous le dis maintenant, je vous le prédis, je vous le pré-shot, la série ne sera plus du tout aimée, en tout cas pas autant, dans les quelques mois à venir. Il va y avoir les retournements de veste, comme pour No Way Home, comme pour d'autres trucs, comme d'habitude, où on n'a pas le droit de critiquer, parce qu'il y a la hype. Mais non, moi je suis là, j'ai bien le droit de critiquer et je vais bien le faire, il faut rester objectif encore une fois. La série est pas bonne. Donc un épisode, comme j'ai dit, qui se concentre sur le développement de Muse, l'enquête de comment on va la voir, avec d'un côté Daredevil, j'allais dire, et Fisk de l'autre. Les deux pistes menant, j'allais dire, à la même personne, Heather Glenn, qui se fait donc attaquer par Muse, qui s'avère être un de ses patients, comme on l'avait découvert, dans l'épisode 1 ou 2, je sais plus. Voilà. Un épisode, comme j'ai dit, du coup, qui est assez rushé. J'ai pas grand chose à dire en final sur l'épisode en lui-même. Ça avance très très vite, l'enquête malheureusement ne prend pas son temps, et au final tout est, trouvé très facilement. Pas forcément de manière incohérente, faut pas le dire non plus, parce que le fait que Daredevil trouve les photos d'Heather Glenn, on va en reparler, c'est quand même, ça reste cohérent par rapport au personnage. Le fait que la flic le trouve vite avec son morceau de costume, je parle de Muse, pareil, en vrai, bon, même si c'est très rapide encore une fois et qu'on aurait bien aimé du développement, ça reste cohérent sur le principe, mais c'est très très rapide encore une fois, très rushé. On a une scène aussi de combat, surtout à la fin, qui déjà se passe de jour, alors ça j'en ai déjà un peu discuté, je n'aime pas trop ce délire. Daredevil, normalement, un peu comme Batman, agit principalement la nuit, en tout cas surtout dans le MCU, et le fait de le voir intervenir de jour, bon même si c'est cohérent dans l'histoire de la série j'allais dire, je trouve ça casse un petit peu du mythe. Scène d'ailleurs de combat qui est bourrée de faux raccords et qui est assez mal chorégraphiée, on a énormément de cuts, déjà je veux dire c'est pas très joli et plaisant à regarder. La scène, même si pour le coup c'est plus cohérent que la semaine dernière, est entrecoupée de moments où les flics arrivent, du coup on est plus pris dans, j'allais dire, la tension de la scène. Et comme j'ai dit, combat qui est bourré de faux raccords en tout genre. Muse qui tire sur Daredevil, la balle qui arrive vers Daredevil 1 à 2 secondes après, alors qu'ils sont à une distance extrêmement courte. Donc non, Muse tire, Daredevil se prend la balle, c'est pas il l'esquive. On peut penser à la fin quand Heather Glenn tire sur Muse. Tous les plans d'avant, elle n'est absolument pas à l'endroit où elle est et où elle va lui tirer dessus 2 secondes après. Bref, c'est très mal chorégraphié, c'est mauvais. Objectivement, c'est mauvais. Je tiens aussi, alors bon ça c'est un petit peu plus en général j'avoue, qu'on est donc à l'épisode 7 de la série, il nous reste que 2 épisodes, et que malgré tout, la série on nous l'a vendue quasiment uniquement sur le fait que ça allait être violent, bien plus violent que Netflix, plus sanglant, et même au niveau des thématiques ça allait être beaucoup plus sombre. Alors, encore une fois, j'ai jamais, j'allais dire, espéré ça de la série et pensé que ce serait un gage de qualité, ça c'est eux qui l'ont vendu comme ça, mais je constate donc qu'on est à l'épisode 7 et je n'ai pas vu de vraies scènes de violence, je parle de vraie violence, pas juste 2-3 gouttes de sang. Et au niveau des thématiques, c'est enfantin cette série, enfin je veux dire vraiment, juste à part le tueur en série qui utilise ses victimes pour faire des tags, c'est le seul truc légèrement, je dis bien légèrement mature, quelque chose qu'on a pu retrouver dans une série genre NCIS que tu regardes quand t'as 10 ans quoi. Donc sérieux, il n'y a aucune violence ou thématique sombre dans cette série. Quand on sait qu'elle s'est basée uniquement là-dessus sur son marketing, vraiment je trouve ça assez ridicule, honnêtement. En fait cette série pour moi c'est du faux TVMA, c'est un peu comme Echo. Echo n'était pas TVMA jusqu'à dernière minute. Born Again, je sens que c'est un petit peu la même chose. Alors qu'en plus, elle, pour le coup, a toujours été prévue pour être TVMA, donc c'est encore plus ridicule, je trouve. Bref. Donc voilà, j'allais dire, pour rester un peu en général, après je vais passer par les personnages, ça va être plus intéressant, je trouve. Un épisode, comme j'ai dit, où j'ai pas grand chose à dire. Tout se passe très rapidement. On enchaîne une scène à l'autre, on n'a pas le temps de se poser, de respirer. C'est bien dommage, parce que j'allais dire l'arc Muse. Mais comme tous les arcs de cette série, que ce soit la mort de Foggy, que ce soit la campagne de Fisk pour être maire, que ce soit White Tiger, ou même que ce soit, comme j'ai dit, Muse, c'est des choses qui auraient pu être extrêmement bien développées et imaginées, encore une fois, si ça avait été fait avec l'ancienne série Netflix. Et encore une fois, que vous aimiez ou pas Born Again, vous le savez au fond de vous, je le sais bien, que si ça avait été sur Netflix, ça aurait été une dinguerie. Enfin, quand je dis Netflix, c'est façon de parler, puisque c'était Disney quand même, mais on se comprend. Vraiment un gâchis total, et on va reparler de Muse, parce que vraiment, je crois que c'est le pire méchant que j'ai vu dans le MCU. En tout cas, au niveau du développement. Mais donc, passons maintenant directement, j'allais dire, au personnage, avec, pour commencer, Daredevil, Matthew Murdock. Daredevil donc, qui après avoir battu Muse, rentre chez lui,
se douche, d'ailleurs on peut voir qu'il a des blessures. Au niveau du dos, je me souviens pas qu'il s'est fait taper dans le dos, mais admettons. Et donc commence à discuter avec Heather Glenn, du fait qu'il soit blessé, tout ça. Ça rappelle un petit peu la série Netflix sur ces aspects-là. Le fait qu'il ait beaucoup de cicatrices aussi. Electra, on avait même parlé dans la saison 2 de comment il faisait pour dire aux gens pourquoi il était blessé. Bref, c'était assez sympa, ça parle de Foggy, ça parle de Matt qui va potentiellement mettre sa vie en l'air comme il le fait à chaque fois. Bref, c'était une scène assez sympathique je trouve. Pas incroyable encore une fois, mais sympathique. Ensuite, nous avons Daredevil qui va à son travail et tombe donc sur Cherry le détective. Cherry qui est énervé que Matt est replongé en tant que Daredevil. Et alors bon, déjà au-delà de ça, une scène que je n'aime pas beaucoup, c'est que Daredevil, donc Matt, justifie son comportement, le fait qu'il a retrouvé Muse en à peine un jour, qu'il l'a empêché de faire des victimes et qu'en gros sans lui, la police n'aurait jamais réussi à l'attraper, en tout cas pas à temps. Voilà. Et à ça j'ai envie de dire, oui, je suis totalement d'accord Matt, tu as raison. C'est exactement ça, c'est pour ça que tu es Daredevil. Donc pourquoi est-ce que tu as arrêté d'être Daredevil pendant 6 épisodes ? Enfin 5 puisqu'il a recommencé à l'être dans l'épisode 5 en fait. Alors oui, les gens vont me dire c'est parce qu'il a essayé de tuer Bullseye et que Foggy est mort. Peu m'importe. Cet arc-là, il l'a déjà fait dans la saison 2 avec Electra. Il était en deuil, il a arrêté d'être Daredevil. Il s'est rappelé qu'il était obligé de le faire, un petit peu aussi dans la saison 3. Ou même dans la saison 2, quand il en parle avec justement Claire, il est obligé d'être Daredevil parce que sinon, ce sera le chaos, la loi ne gagne pas toujours. Tout ça, on le sait déjà. Donc voir Matt aussi nonchalant, j'allais dire, se justifier et même être content au final d'être devenu Daredevil, d'accord, mais on aurait pu le voir encore une fois douter un petit peu ou regretter peut-être d'être intervenu, en tout cas d'avoir dû utiliser le masque pour revenir, pour sauver Angela. Là non, il est là, il est full confiant, il est nonchalant, il explique que c'était la seule chose à faire parce qu'il a raison en soi. Mais alors encore une fois, s'il le sait, et on sait qu'il le sait puisqu'il a pris cette leçon il y a bien longtemps sur Netflix, pourquoi il a arrêté d'être Daredevil ? On a donc perdu 6 épisodes. Merci. Je rappelle aussi que toute l'histoire avec Cherry, et le fait même qu'ils lui disent qu'il l'aidait à l'époque dans des histoires, on ne l'a jamais vu, puisque le personnage n'existait pas avant. Et donc encore une fois, je vais le redire à chaque fois, avec qui ça aurait marché cette scène ? Avec Brett Mahoney, le flic évidemment de Netflix, qui était pote avec Daredevil, mais aussi surtout avec Foggy, et pour le coup avec qui il l'a aidé dans plusieurs affaires en tant que Daredevil. Et ça on l'a vu, il y a une relation entre les deux personnages. Bien plus d'ailleurs en Daredevil et Brett que Murdock et Brett, ça c'était assez cool. Donc voilà. Scène qui ne fonctionne pas, puisqu'encore une fois on ne connaît pas le background de ces personnages. Ensuite nous avons la scène, je vais revenir scène par scène parce que vraiment j'en ai marre, la scène où donc Matt va voir Angela à l'hôpital. D'ailleurs petit aparté sur Angela, donc à l'hôpital il y a la femme de Hector qui est là, qui veille sur elle, normal. Mais où est la sœur d'Hector ? Parce que vous savez qu'Hector a une sœur dont il parle depuis le début, il vit avec elle, et c'est accessoirement la mère de Angela. La mère de Angela est aux abonnés absentes de toute la série. Comment ça se fait ? Pourquoi elle n'est pas avec sa fille à l'hôpital après qu'elle ait failli mourir ? Admettons. Bref, petit aparté comme ça, sur Netflix, on l'aurait vu la mère. Donc, Matt est à l'hôpital, et en toute logique évidemment, on demande à Angela si elle avait vu quelque chose dans le repère de Muse, des indices, des choses comme ça. Ce qui est totalement normal sur le principe, vous allez me dire. Oui. Même que Matt, j'allais dire, joue le jeu pour demander ça à Angela. Le problème, c'est que Matt, rappelez-vous, était dans le repère de Muse. Il est allé se battre contre lui, il l'a battu, il a sauvé Angela de la mort, il a laissé Muse s'enfuir pour aucune raison, ça on va y revenir plus tard. Et après, il est parti, il a pas regardé un petit peu ce qu'il y avait dans le repère de Muse, éventuellement, puisque c'est ce qu'il prévoyait de faire depuis le début et découvrir qu'est-ce qu'il cachait, savoir comment il fonctionne. Il pouvait pas à ce moment-là regarder ce qu'il y avait dans le repère, toutes les tableaux qu'il a fait, non. Non, du coup Matt a décidé de ne pas regarder, s'en aller du repère, et revenir plus tard. Une scène d'ailleurs où il sort du toit, je sais pas ce qu'il fait, il arrive par un trou magique, dans le métro, pour arriver dans le repère de Muse. Alors, la scène où il trouve les tableaux avec Heather Glenn, je vois déjà des gens dire que c'est pas possible, puisqu'il est aveugle. Non, là pour le coup je suis pas d'accord, c'est quand même assez cohérent, déjà parce que le tableau est un peu en relief, donc il peut distinguer les formes, et même sur Netflix on a déjà vu comment il voit, il arrive à distinguer des choses. Je sais que par exemple des choses sans relief comme les téléphones il ne peut pas voir dessus, si je ne me trompe pas, ou une télé par exemple, il me semble qu'il peut pas la voir. Cependant des formes, j'allais dire concrètes, il peut. Donc pour moi ça c'est pas une incohérence, et même j'allais dire je défends la série sur ce point là parce que j'ai vu des gens critiquer ça. Après c'est quand même, j'avoue, bien convénient, j'allais dire qu'il tombe sur Heather Glenn alors qu'il y avait je sais pas combien de tableaux de je sais pas combien de gens dedans. Et qu'il le trouve de manière aussi rapide, oui ça je suis d'accord que c'est un peu facile. Scène d'ailleurs au passage où il tombe donc sur l'officier Powell, qui est encore là et qui est apparemment le seul flic de la ville. Ensuite, nous avons donc Daredevil qui arrive au cabinet de Heather Glenn, il se bat avec Muse, bon jusque là rien d'anormal. J'ai dit que j'ai pas aimé la scène qu'elle soit de jour, qu'il y a des faux raccords, mais ça j'en ai déjà parlé avant. Mais le plus gros problème pour moi dans cette scène, c'est un truc tout bête, c'est le fait que Daredevil essaie de tuer Muse. Parce que oui, il le plante complètement avec son grappin au niveau du poumon, je crois, ou un petit peu au-dessus. C'est exactement la technique que Sasuke fait à Naruto, si vous avez vu Naruto dans le combat de la vallée de la faim.
Sasuke plantait Naruto à peu près au même endroit. Et Naruto était en train de mourir. Voilà, je prends une petite référence comme ça. Daredevil a fait la même à Muse, et il ne l'a pas juste entaillé, il a littéralement percé son corps, et il y avait une énorme mare de sang dans son dos. Donc Muse, j'allais dire, allait mourir quoi qu'il arrive, si Izurglen ne l'avait pas tué. Donc encore une fois, Daredevil rebrise sa règle, enfin pour moi c'est ça, hein. Encore une fois. Pas ouf comme développement. Et après il y a donc Daredevil qui est à l'hôpital avec Izurglen, bon, ça c'est une scène normale. Voilà. Donc voilà, Matt, dans cet épisode... Évidemment, j'aime toujours le personnage, l'acteur est parfait, c'est pas le problème, mais il y a vraiment des problèmes d'écriture avec son personnage. Est-ce qu'il veut tuer ou pas tuer? Est-ce qu'il est content d'être Daredevil ou pas? Encore une fois, la série se contredit elle-même à chaque fois, et ça devient un petit peu fatigant. Ensuite, nous passons, ça y est, j'allais dire à ceux dont je voulais parler, Muse dans cet épisode. Rappelez-vous ce que j'ai dit la semaine dernière pour ceux qui ont vu ma vidéo. J'ai dit que Muse, on l'avait introduit, encore une fois, à la fin des 2 tiers de la série. Donc dans le GR, dans le dernier tiers plutôt qu'il apparaît réellement. Un personnage qu'on a vu à droite à gauche, on l'a vu qui voulait devenir le client de Izurglen, on l'a vu tuer des gens, mais rien de ce qui pourrait faire un vrai personnage. Comme j'ai dit, même son apparition dans l'épisode 6, même si Muse est une menace à affronter, c'est juste un ennemi comme ça, c'est une figurine, c'est pas un vrai personnage, il n'y a pas de lien avec Daredevil, il n'y a pas de parallèle, il n'y a rien du tout. Donc le combat n'avait peu de valeur en soi. D'ailleurs au passage, combat qui a été totalement fait en reshoot, le combat de la semaine dernière, puisque dans les anciens trailers vous pouvez voir que le combat est totalement différent avec Muse. Donc voilà. Et donc dans cet épisode, c'est-à-dire le 7ème sur 9, et je parle du méchant principal de la série, oui, rappelez-vous, ça a été vendu comme ça depuis le début, nous avons pour la première fois une scène de développement avec Muse. Une scène donc sans son masque, où il va voir Izurglen. Alors déjà je tiens à dire, honnêtement, si je vous avais pas dit que c'était Muse dans l'épisode 1 ou 2, je pense même que le spectateur lambda ne va jamais se rappeler qu'on a déjà vu Muse au début de la série. Déjà pour commencer. Et donc nous avons enfin une scène où on le voit parler avec Izurglen, et la conversation dérape extrêmement vite je trouve. Il nous raconte un rêve donc, j'ai compris la psychologie du personnage à peu près, c'est qu'en gros il veut que les gens le voient. D'accord. Comme il a dit dans son rêve, ses parents le voient pas, il avait des problèmes apparemment avec ses parents, et à l'après il dit « la ville me voit enfin ». D'accord, j'ai compris un petit peu, le problème c'est que ça arrive extrêmement vite, de manière extrêmement rushée, et qu'on n'a pas développé le personnage suffisamment. J'en reparlerai après, mais imaginez, si, depuis le début de la série, un petit peu comme Bullseye, qui avait une montée en puissance, rappelez-vous dans la saison 3, on le voit là à partir de l'épisode 2 à la toute fin, puis petit à petit, on a des scènes, à l'épisode 3, l'épisode 4, l'épisode 5, qui est complètement une backstory d'ailleurs, et enfin, j'ai le point culminant de l'épisode 6, où il devient littéralement, Bullseye à la solde de Fisk. C'était une montée en puissance douce, et on adorait, parce que c'était encore une fois un Matt Murdock inversé, Bullseye. C'est pour ça que c'était un truc de fou. Là, imaginez si on avait fait la même chose. Muse qui, petit à petit, chaque épisode, il a une scène avec Izurglen, au lieu d'avoir Fisk par exemple et Vanessa qui racontent toujours la même chose à Izur. Si on avait une scène avec Muse à la place, ou Bastian comme vous préférez, qui à chaque épisode raconte des nouveaux trucs de sa vie, on comprend un peu sa psychologie, d'où il vient, pourquoi, comment, d'où vient sa passion pour l'art, pour le sang même admettons. Et que petit à petit on voit qu'en fait il essaye, comme Bullseye, de pas succomber à ses instincts, mais qu'au final il le fait et qu'au final il se sent mieux. Presque, j'allais dire un peu comme le Joker, dans le film Joker, où à la fin, quand il assume son côté fou et qu'il prend plus ses médocs, tout ça, même si c'est le mauvais chemin, il est complètement heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait pu être super intéressant au niveau psychologique, justement, puisqu'en plus, Izurglen est une psy, encore une fois. On aurait pu vraiment plonger, j'allais dire, dans ce côté un peu psychopathe du personnage, le développer, et avoir une montée en puissance pour, pourquoi pas, en effet, commencer à l'avoir vraiment dans l'épisode 6. Certes, ce serait un petit peu tard vu qu'il y a que 13 épisodes, enfin 9 épisodes je veux dire, mais on aurait eu un build-up assez cool. Et même si on commence à être attaché au personnage, comme on l'était avec Bullseye par exemple, le fait qu'il devienne un tueur en série, ça aurait été un peu plus triste. Et voir Matt le tabasser, voire même à la fin qu'il meurt, on aurait pu avoir un peu d'empathie même si c'est un méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Avouez que là, ce que je vous ai raconté déjà, ça vous emballe plus que ce qu'on a eu. Sérieusement. Ensuite, donc Muse continue de discuter, on comprend qu'il a des problèmes avec ses parents, appui avec le parallèle où Fisk parle de lui avec la détective, ça c'était assez sympa du coup pour donner plus de background. Et donc on sait qu'il fait du taekwondo, ça explique aussi pourquoi il était aussi fort contre Daredevil, ça c'est cool, c'est justifié, ça fait plaisir. Et du coup, et après donc on voit qu'il commence un petit peu à faire flipper Izurglen, juste au moment où il saigne du nez. Et je suis désolé, j'ai trouvé la scène un petit peu ridicule, le fait qu'il saigne du nez pile au bon moment pour pouvoir lui faire le dessin, voilà. Le fait qu'il ait suffisamment de sang avec sa petite gougoute qui est tombée du nez pour faire presque, j'allais dire, tout un visage, c'était un petit peu ridicule, on va pas se mentir. Encore une fois, imaginez la révélation que Muse dit qu'il donc est Muse à Izurglen. Imaginez en gros le fait que, il lui explique là dans la série que c'est grâce à elle qu'il est devenu Muse, grâce a priori, grâce à son histoire par rapport au masque. Imaginez encore une fois si on a vu tout un background où chaque épisode Muse
et Heather développent une espèce de relation pareil en tant que psychologue, qu'elle essaie de l'orienter sur la bonne voie, mais que malgré elle, j'allais dire par accident, au final c'est un peu elle qui a créé Muse, le fait qu'il se libère derrière son masque, et que donc il tue des gens. Mais ça aurait été super impactant. On aurait adoré, et même par rapport à elle, on aurait eu beaucoup plus d'empathie pour Heather. On serait dit, bah, d'ailleurs, malgré elle, elle a créé un monstre. Ça aurait pu être super intéressant comme thématique. Vous imaginez, encore une fois. Et au final, là, non, on ne connaît pas ces personnages. Ils se sont vus sans qu'on le voit. Là, juste, il vient la voir, il lui dit, oui, en fait, je suis un tueur. Voilà, on a la révélation. D'ailleurs, Heather qui sait direct qui c'est juste parce qu'il a dessiné un peu de sang sur son dessin. Je rappelle que Muse est connu depuis genre une journée. Et avant, ça n'a pas fait le tour des infos. Donc, honnêtement, le fait qu'elle sache directement qu'elle déduise qui c'est, j'ai un doute, mais bon. Encore une fois, Muse d'ailleurs qui veut tout simplement juste la tuer. Je pensais qu'il avait d'autres plans pour elle, il avait l'air d'être assez obsédé par elle. Il y a le moment où il lui touche la jambe où je me suis dit peut-être qu'il va essayer de lui faire quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Bref, j'allais dire, vous voyez si encore une fois la relation entre les deux avait été développée depuis longtemps, ça aurait pu être super malsain, on aurait pu s'inquiéter de ouf pour Heather. Là franchement, c'est juste Heather, on la connaît à peine. Lui on l'a jamais vu, Bastian avant. Et là, bim, allez, ça y est, je vais te tuer. Ça marche pas du tout. Et au final, exactement comme je l'avais prédit, enfin comme je vous l'avais dit à l'époque, certains m'ont pas cru dans ma dernière vidéo, et m'ont dit que j'avais tort, j'ai eu raison, Muse donc est définitivement arrêté dans cet épisode. Alors arrêté, tué comme vous préférez. D'ailleurs je vois plein de gens sur Twitter en train de défendre et tout en disant non, il revient dans la saison 2, vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Ou alors il a ses pouvoirs aussi, comme dans les comics. Non, il n'a ni l'un ni l'autre. Il n'a pas les pouvoirs, et si, il est mort. Il s'est pris 5 balles, il s'est vidé de son sang, et il est resté là plusieurs heures. Quand Fisk arrive, d'ailleurs, c'est la soirée. Donc si, je vous rassure, Muse est définitivement mort. Par contre, en effet, il y avait des photos de tournage, enfin, des photos, où on pouvait voir le nom du personnage de Muse ainsi que Heather. Donc, la théorie logique, on va en reparler, ce serait soit qu'ils reviennent pour des flashbacks, même si c'est dommage et que c'est déjà trop tard, soit peut-être en hallucination, peut-être qu'il entre à Heather, peut-être qu'Heather aura un stress post-traumatique. Ok, ça peut être cool. Ou alors peut-être, pourquoi pas, un remplaçant. Quelqu'un qui reprend, j'allais dire, le travail de Muse et qui s'en inspire, un autre psychopathe. Mais je trouve que ce serait un petit peu abusé, surtout dans un laps de temps aussi court. Mais encore une fois, ça on verra en théorie. Mais voilà, Muse donc, personnage totalement gâché je trouve dans cette série. On nous en a fait des caisses, ça allait être le gars qui allait allier plus ou moins Daredevil et Fisk contre lui, c'est comme ça qu'ils nous l'ont dit dans le marketing. Le méchant, et bah votre méchant, il a apparu un épisode où on a eu un petit peu de développement. Quand je dis un peu, c'est le minimum vital. Il se fait tuer aussi vite qu'il a apparu. Il n'a servi à rien. Je crois que c'est vraiment le pire méchant du MCU. En tout cas, pire méchant, je sais pas, mais il en est pas loin. Honnêtement, j'ai du mal à trouver un méchant qui a été moins bien développé ou plus gâché que lui. Comme ça, de tête. Et encore une fois, imaginez si ça avait été fait sur Netflix. Ça aurait pas été la même. Et encore une fois, vous le savez très bien. Ensuite, je vais passer un petit peu à Wilson Fisk. Fisk a 2-3 scènes sympathiques dans l'épisode. J'ai bien aimé les scènes où il parle de Daredevil, le fait qu'il lui a gâché son projet de 10 ans. Ça, c'est la saison 1, évidemment. Mais je trouve quand même Fisk très hypocrite. Dire que Daredevil, en gros, c'est juste un gars qui bafoue les lois, sachant que Fisk est littéralement criminel. Ça le fait pas trop. Parce que Fisk, à l'origine, dans la série Netflix, comprenait Daredevil. Et il le prenait pas vraiment pour un ennemi, en tout cas au début. Enfin, c'était son ennemi. Mais c'était quelqu'un qui avait le même objectif que lui, c'est-à-dire rendre New York mieux. Sauf que Fisk, comme l'avait dit, le faisait à une échelle plus élevée. De manière plus radicale aussi. C'était ça la différence entre les deux personnages. Alors que là, il est plus en mode, oui, mais c'est un gars qui bafoue les lois, c'est un méchant. Non, Fisk, c'est toi le méchant. C'est toi qui fais la même chose, c'est toi qui bafoue les lois. Donc, encore une fois, cette scène ne marche pas. Et quand il dit ça, je précise bien, il le dit à son assistant, la Buck qui lui aussi est un criminel. Donc, encore une fois, ça ne fonctionne pas. Mais j'ai quand même aimé qu'il le mentionne. En fait, on dirait Fisk qui parle d'une ex à lui qui est en train de revenir, c'est assez drôle. Mais je dis pas ça en mode c'est nul, je dis ça plutôt même c'est assez drôle. À part ça, Fisk ne fait pas grand chose, il profite, j'allais dire, de la situation pour sa brigade anti-justicier, il en profite, c'est lui qui se prend pour le héros qui a démasqué Muse et qui l'a tué, plus ou moins. Oui, c'est dans le personnage, c'est normal, voilà, mais encore une fois, rien de transcendant, rien, j'allais dire, de nouveau. Ce que je me demande maintenant, c'est comment il va réagir avec Matt Murdock. Ça, de toute façon, on va le voir dès le prochain épisode, normalement. Donc ça, au moins, ça c'est cool. Je passe ensuite du coup à Vanessa qui apparaît dans cet épisode et qui est toujours avec la même histoire qu'on a depuis le début de la série. Ça fait 7 épisodes, je le rappelle, du gars là, Luca, le mafieux, qui doit payer de l'argent en dédommagement et qui veut pas payer. Ça fait 7 épisodes, ça fait plus du 2/3, ça fait les 3/4 là de la série qu'on se tape cette histoire et on n'en peut plus. Et heureusement pour nous, j'allais dire que cette intrigue a enfin pris fin et n'a donc servi à rien dans cet épisode, avec le gars qui essaie donc de retourner Vanessa contre Fisk. Mais en fait, plot twist, est-ce que Vanessa va trahir Fisk? Eh ben non, puisqu'en fait, elle l'aime. Et oui, c'est normal, ça a été approuvé, j'allais dire montré à l'écran depuis la saison 1 de Daredevil, il y a presque 10 ans maintenant.
Il me semble que même ça fait déjà 10 ans que la série est sortie. Et donc, voilà, plot twist, Vanessa n'a pas trahi Fisk, et en fait elle va être de son côté. C'est vrai qu'on a tous beaucoup douté. Évidemment, bon, je dis ça ironiquement, bien sûr que non, on le savait très bien que Vanessa était du côté de Fisk, même s'il y a des problèmes dans leur couple. Ça me paraissait évident. Donc bref, enfin cette histoire est terminée, elle n'a servi à rien, et enfin on peut passer à quelque chose peut-être d'intéressant pour Vanessa. Parce que là, j'en pouvais plus. Mais je rappelle, 7 épisodes pour un gars qui doit de l'argent à un autre gars. Je vous rappelle, 7 épisodes. Rappelez-vous Netflix, tout ce qui se passait comme intrigue, juste comme ça. Voilà. Ensuite, je voulais passer un petit peu aux persos secondaires qui sont toujours malheureusement inexistants. Donc, Heather qui a subi un gros traumatisme, j'espère que ce sera exploré réellement. Le fait aussi qu'elle ait donc tué quelqu'un, t'avais l'air de la perturber, ce qui est assez normal. J'espère que ce sera développé, mais pour l'instant, je pense pas. Mais j'aime bien plus ou moins son personnage, on commence à avoir un début d'histoire avec elle, encore une fois à la fin de la série. On n'a toujours pas vu du coup son point de vue sur les justiciers par rapport à Matt, de manière réellement concrète, ce qu'on nous a promis au début de la série, comme c'est ça qui est intéressant avec Heather Glenn et Matt, c'est qu'ils ont un point de vue très différent. On l'a toujours pas exploré. Fin de la série, je rappelle. On a ensuite Kirsten qui commence à se douter qu'il y a un problème avec Matt, elle en parle à Cherry, Kirsten d'ailleurs qui essaie de nous faire un petit peu du drama comme à l'époque où Nelson et Murdoch, il y avait des tensions quand Matt cachait des choses, sauf que là ça marche pas puisqu'on ne connaît pas la relation entre tous ces personnages, donc aucun impact. D'ailleurs Kirsten, je dois le rappeler, qui est soi-disant une amie de Heather Glenn et qu'on n'a jamais vu ensemble dans la série. Ça, je trouvais ça assez drôle. Je pense que ça a été rajouté en reshoot dans le premier épisode. Et la preuve, c'est que même Kirsten ne vient pas voir Heather à l'hôpital, qui est, je rappelle, c'est son ami. Je trouve ça un petit peu surprenant quand même. Cherry, c'est vrai, bon j'en ai déjà parlé tout à l'heure avec Daredevil. Petite scène du coup, il se plaint que Matt soit devenu un justicier. Mais encore une fois, on s'en fiche, puisqu'on ne connaît pas ce personnage, on ne sait pas qui il est, d'où il vient exactement. C'est juste qu'il a été flic. Apparemment, il connaît Matt depuis longtemps, mais on les a jamais vus ensemble, jamais dans l'ancienne série. Donc encore une fois, on ne sait toujours pas, et du coup c'est pour ça qu'aucune scène ne fonctionne avec lui malheureusement. On a du côté de Fisk maintenant, Buck qui du coup est un homme de main. J'allais dire quelle surprise. Je dis ça évidemment de manière ironique. Fisk a toujours eu des hommes comme ça à côté de lui, que ce soit Wesley ou Felix Manning dans la saison 3. Des hommes qui sont un peu majordomes et qui font du sale boulot. C'est pas une surprise, on s'en doutait. Je veux dire, qui se doutait pas que ce mec-là est un criminel. Bref, quelle révélation. On a aussi Daniel Blake, qui du coup commence à se prendre pour un petit caïd, j'allais dire, et qui menace Bibi du coup de se faire taire certaines informations par rapport à Daredevil. Tout ça pour se venger entre guillemets de ce qu'elle lui a fait. Alors certes, c'est pas cool ce qu'elle lui a fait, je rappelle que c'est lui qui était bourré avec elle et qui a laissé glisser des informations. Donc, pareil, un petit peu hypocrite. D'ailleurs pareil, Daniel Blake, ce serait cool qu'on l'explore un petit peu. Pourquoi est-ce qu'il aime autant Fisk? Pourquoi est-ce qu'il veut prendre sa place? Enfin, être comme lui, pourquoi c'est un modèle? Ça aurait pu être quelque chose de super intéressant à développer. On est en fin de série, on n'a pas commencé. Malheureusement. Bibi Yurik d'ailleurs, encore une fois, on est à la fin de la série. Je rappelle, là il nous reste que 2 épisodes. Et est-ce que vous savez qui est ce personnage? Vous savez que c'est la nièce de Ben Yurik, si vous avez vu l'ancienne série, sinon vous ne savez pas. Et à part ça, est-ce que ce personnage a une motivation quelconque? Non, on ne sait pas qui c'est, quel est son rapport au journalisme, pourquoi est-ce qu'elle a pris le flambeau de Ben, qu'est-ce qu'elle veut, est-ce qu'elle est avec Fisk ou contre Fisk, puisque je rappelle que grâce à elle, entre guillemets, ça a aidé sa campagne, mais en même temps, elle le descend dès qu'elle en a l'occasion, dès qu'elle a eu une information. Je pensais dire que Fisk allait se venger de ça, au passage. Non, toujours pas. Donc je ne comprends pas, encore une fois, on est à la fin de la série, on ne sait pas qui est ce personnage, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi son rapport au journalisme. Ça aurait été cool encore une fois si Karen avait été dans la série, on aurait pu faire une nouvelle relation, où cette fois-ci c'est Karen qui apprend à Bibi l'investigation, comme Ben Yurik l'avait fait, mais évidemment on n'aura pas droit à ça, faudrait pas trop en demander non plus. Et enfin, oui, je voulais parler en 2 secondes de la brigade anti-justicier de Fisk. Donc on a toujours l'officier Powell, qui est toujours là, toujours dans le coin. Comme je dis, c'est un peu le seul flic de New York, je suis désolé, ça me fait rigoler. Voilà. Et on a aussi Cole Nords, du coup, qui est le chef et qui est dans les comics, et qui lui, pour l'instant, ne fait pas grand-chose non plus. Enfin, on sait que c'est le chef de la brigade. Mais je trouve ça pareil dommage, on est quand même à la fin de la série, et encore une fois, on n'a pas développé exactement ce qu'ils veulent. Tous les flics corrompus là, enfin les gars qui ont le logo du Punisher. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Qu'est-ce qu'ils font? Qui a tué White Tiger? Parce que là, je rappelle qu'on est en fin de série, on sait toujours pas qui a tué White Tiger. On sait juste que c'est pas le Punisher et que c'est pas Powell. Donc c'est qui? Pourquoi? Comment? Est-ce qu'on peut un peu explorer cette thématique? Voir ce que le public pense des flics avec le logo du Punisher, si certains l'ont. Là, on est encore une fois en fin de série et l'arc n'a pas vraiment commencé. Enfin, du coup, il le sera dans les 2 derniers épisodes, puisque le Punisher va revenir. C'est un peu tard quand même, donc voilà. Je tenais aussi à préciser, alors petit easter egg par rapport au MCU, j'aime bien caler ça. Cette semaine, il n'y en a pas eu beaucoup, excepté une ref au New York Bulletin du coup qui apparaît dans une pub, qui est, je rappelle, le journal du MCU, qui réapparaît dans toutes les séries
Agent of Shield, Cloak and Dagger et évidemment les Defenders. Là où Karen travaillait et où a, je rappelle, travaillé Ben Urich avec son patron Ellison, personnage très cool qui aurait pu peut-être jouer un rôle avec Bibi Urich si la série avait eu des scénaristes. Petite idée que je vous glisse comme ça. Mais enfin, donc passons aux théories pour la suite. Là, ça va être très léger puisqu'il n'y a plus vraiment de scénario à l'heure actuelle. Donc, il reste que 2 épisodes. Qu'est-ce qu'on sait dessus? On sait que Karen va revenir, Bullseye aussi, et Punisher. Comment ça se fait? Parce que là, il n'y a aucune mise en place de ça pour la suite. Alors, je vous dis ma théorie, même si c'est une idée pourrie, mais bon, vu que c'est Disney, je pense que c'est peut-être ce qu'ils vont faire. Je pense que Karen va revenir à New York, tout simplement parce qu'elle va voir aux infos que Daredevil est revenu. Et que du coup, comme ça, d'un coup, elle va se dire « Ah tiens, mince, Matt a replongé, allez, je vais voir comment il va. » Je suis sûr que ça va être un délire comme ça. J'espère me tromper, mais je pense bien qu'on va aller vers cette direction. Bullseye qui sort de prison, parce qu'on sait qu'il sera dans l'épisode 8. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Peut-être s'il y a un complot avec Vanessa, comme j'en avais parlé dans une vidéo théorie, elle pourrait le faire sortir, sinon... Peut-être juste qu'il va voir que Karen est revenue et pour aucune raison il va vouloir tuer Karen. Parce que je rappelle, Bullseye n'a aucune raison de tuer Karen ni Foggy. Pour l'instant en tout cas. Aucune, vraiment, revoyez la série si vous me croyez pas. Mais bon, j'imagine qu'il va faire un délire dans le style, parce que juste il va voir Karen aux infos, ou je sais pas quoi. Et après ça, on sait donc que le Punisher va enfin arriver et s'occuper des fameux flics corrompus. Alors pourquoi il va revenir? Pourquoi maintenant? Pourquoi il ne fait rien depuis le début, depuis l'épisode 4? Pourquoi est-ce que là il va revenir avec son look en plus, j'allais dire, Punisher classique? Je ne sais pas, on verra, j'espère qu'il y aura une justification. Et on sait donc que Fisk va prendre en chasse Matt Murdock puisqu'il va envoyer des flics chez lui. Donc j'imagine que Matt va avoir son identité révélée, évidemment. Chose que je n'aimerais pas, bien sûr. Donc voilà, encore une fois, on sait qu'il y aura un gala avec Daredevil, Fisk, Heather Glenn. Ça, je vous le dis pas trop parce que la saison 2 a spoilé ce qui va se passer, donc ça, je vais pas vous le dire quand même. Mais voilà, sachez qu'il y a un gala, de toute façon, ça on l'a vu dans les trailers. Mais donc voilà, il reste donc que 2 épisodes, pas vraiment d'intrigue mise en place, à part le fait que Fisk va vouloir s'en prendre à Matt. C'est assez original, après 3 saisons. Voilà. Les flics corrompus, peut-être qu'ils vont faire quelque chose. J'ai plus grand chose à raconter, mais c'est les seules choses qui restent à mettre en place. Donc voilà. Je rappelle aussi que les 2 prochains épisodes, ce seront donc les nouveaux épisodes tournés par les nouveaux réalisateurs, comme ceux qui ont fait l'épisode 1, qui était selon moi un des pires. Donc bon, peut-être que certains vont être contents, moi perso non. Mais en tout cas, toutes ces nouvelles scènes ont été faites hors reshoot. Et ça, c'est quand même assez intéressant, parce que c'est la nouvelle direction de la série. Donc voilà, dites-moi vous, est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous avez des théories? Est-ce que vous avez aimé l'épisode? Je pense que la plupart des gens ne vont pas aimer, surtout le traitement de Muse et de son gâchis, mais on verra. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux, mon Discord est là en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.